Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un proche de l'opposant Moïse Katumbi a été retrouvé mort, le corps criblé de balles dans son véhicule à Kinshasa. Une affaire qui survient alors que le climat politique se tend de plus en plus à l'approche de l'élection présidentielle prévue en fin d'année. Cette découverte macabre au Soudan, 87 corps ont été mis au jour dans une fosse commune au Darfour par des forces paramilitaires et leurs alliés. Sommet d'urgence au Caire réclamé par les 7 pays voisins du Soudan pour traiter du cas des 700 000 réfugiés que le conflit a généré depuis le 15 avril dernier. Une place en finale pour une place dans l'histoire. La joueuse de tennis Ons Jabeur, alias la ministre du Bonheur tunisien, se hisse en finale du tournoi de tennis de Wimbledon. C'est sa 3e finale de Grand Chelem. Nous verrons avec notre chroniqueur sport Benoît Perrochet si cette 3e peut être la bonne. Chérubin Okende était un député de 61 ans, ancien ministre de la République démocratique du Congo, cadre du parti de l'opposant Moïse Katumbi. Son corps a été retrouvé criblé de balles dans son véhicule dans une grande avenue de Kinshasa. Une affaire qui survient alors que le climat politique est très tendu à l'approche des élections prévues fin de l'année. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara-Kibangula. La voiture de Chérubin Okende a été retrouvée très tôt ce matin sur une artère fréquentée de la capitale. Sur le siège conducteur, le corps inerte de l'opposant et ancien ministre criblé de balles. La police scientifique est intervenue pour les relever et le corps a été évacué vers la morgue de Kinshasa. Le procureur général de la Cour de cassation a annoncé ce soir qu'un premier suspect a été arrêté et qu'il est en train d'être interrogé. Alors Chérubin Okende avait disparu depuis hier après-midi selon ses proches. Il était attendu à la Cour constitutionnelle concernant sa déclaration de patrimoine. Il s'y était rendu pour déposer une demande de report de ce rendez-vous et à partir de là, ses proches n'ont plus eu de nouvelles de lui. Alors ici, à Kinshasa, la mort du député a provoqué une onde de choc. Chérubin Okende était aussi le porte-parole du parti de Moïse Katumbi. L'opposant a d'ailleurs fait part de sa colère et dénonce un assassinat politique. Le président Félix Tshisekedi a appelé dans un communiqué la justice à faire la lumière sur ce dossier pour que les coupables soient sanctionnés. On passe au Soudan où au moins 87 personnes auraient été tuées le mois dernier par les forces paramilitaires et leurs alliés. Les corps ont été enterrés dans une fosse commune au Darfour. Les 7 pays voisins réclament un sommet en Égypte et l'aide des bailleurs internationaux pour accueillir plus de 700 000 réfugiés de la guerre. Camille Nedelec. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Des dizaines de personnes du groupe ethnique massalite ont été massacrées et enterrées dans une fosse commune au Darfour, a indiqué l'ONU ce jeudi. Selon les Nations Unies, les coupables seraient les paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon les témoins, il est difficile d'obtenir l'autorisation d'enterrer les corps et beaucoup de cadavres des victimes ont été laissés dans les rues pendant plusieurs jours. Une famille nous a raconté qu'elle a dû attendre 13 jours avant de pouvoir récupérer le corps d'un membre de sa famille, un dignitaire mazali. Des RSF qui nient toute responsabilité. Des affrontements ont éclaté en avril entre l'armée soudanaise et les forces rivales des RSF. Le conflit a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 3 millions de personnes. Environ 10 cessez-le-feu ont été négociés depuis le début du conflit, mais ils n'ont jamais été respectés. Jeudi, les dirigeants des pays voisins se sont réunis au Caire et ont annoncé que leurs ministres des Affaires étrangères travailleraient ensemble pour élaborer un plan de paix. Nous appelons les parties en conflit à mettre fin à l'escalade, à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable, à mettre fin à la guerre et à empêcher l'effusion de sang des Soudanais. Les Nations Unies ont averti que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale. Le pays se divise de plus en plus sur des lignes ethniques et tribales. Des réfugiés aussi au Ghana. Ils sont plus de 500 Burkinabés à avoir été expulsés du pays, dont de nombreuses femmes et leurs enfants. Selon la ministre burkinabé de la Solidarité nationale, ils auraient été refoulés par le Ghana sans informations officielles. Version réfutée par Accra qui dit avoir institué un centre d'accueil pour faciliter le mouvement des Burkinabés qui souhaiteraient retourner dans leur pays.
On reparle de la tournée africaine du président iranien. Après le Kenya, il est arrivé ce jeudi au Zimbabwe, mais avant cette étape, il a fait une escale remarquée en Ouganda. Il a fortement critiqué l'Occident qui, d'après lui, veut mettre fin à l'espèce humaine en promouvant l'homosexualité. Les précisions de notre correspondant régional Clément Diroma. L'Occident veut mettre fin à l'espèce humaine en promouvant l'homosexualité. Ce sont les mots du président iranien Ebrahim Raïssi à l'issue de sa rencontre avec Yoweri Museveni, son homologue ougandais. Pour ce dernier, le soutien de Téhéran à la très controversée et sévère loi anti-LGBT promulguée en mai dernier est le bienvenu, puisque ses partenaires occidentaux comme les États-Unis continuent de critiquer cette législation pourtant très populaire dans le pays. Raïssi s'est aussi dit prêt à soutenir l'Ouganda dans ses projets pétroliers, en particulier pour la construction d'une raffinerie, après la finalisation du grand oléoduc d'Afrique de l'Est, financé en partie par le groupe français Total Energy. L'Iranien a balayé les critiques des défenseurs de l'environnement qui estiment que les ambitions pétrolières de l'Ouganda menacent de nombreux écosystèmes. Téhéran a déjà soutenu Kampala dans la mise en place d'une centrale hydroélectrique. Et puis les deux pays réfléchissent aussi à des moyens d'éviter les sanctions internationales qui pèsent sur l'Iran pour augmenter leurs échanges commerciaux, par exemple dans le domaine de l'agriculture. Jacob Zuma retournera-t-il en prison? Si on en croit le rejet de son appel, l'ancien président sud-africain devrait être jugé pour faire purger la fin de ses 15 mois pour outrage. Mais la décision ne devrait pas avoir d'effet immédiat car les services pénitentiaires ont déclaré, je cite, qu'il allait étudier ce jugement et demander un avis juridique. Il s'appelait Ammar Tabjadi, Abdallah Bacha, Larbi Daoui, Abdelkader Dranis, Mohamed Isidore Iloul, Medjen Tahar et Maurice Luro, 6 Français musulmans d'Algérie et un Français militant de la CGT. Tous sont morts sous les balles de la police le 14 juillet 1953 lors d'un défilé populaire à Paris. La raison de cette tuerie, les drapeaux algériens brandis par les nationalistes algériens du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques et le portrait de son leader, Messali Hadj. Pour aller plus loin, on reçoit notre consoeur Assia Hamza, rédactrice en chef adjointe, Nouveaux Médias, autrice d'un webdoc sur cette page historique. Assia, merci d'être là. Bonsoir. Alors déjà, peut-être commencer par nous dire qui étaient ces hommes et que faisaient-ils à ce défilé? Donc au total, parmi ces victimes, donc il y avait 7 personnes. Comme vous l'avez dit, il y avait un militant CGT qui était chargé du maintien de l'ordre lors de ce défilé populaire et 6 Algériens, mais qu'on n'appelait pas encore des Algériens puisqu'on les appelait les Français musulmans d'Algérie. Et donc, ces Algériens étaient des nationalistes. Ils étaient membres du mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et à l'époque, ils avaient l'habitude de se joindre au défilé populaire en France, notamment le 1er mai, pour réclamer l'égalité des droits avec les Français. Cette année-là, donc le 14 juillet 1953, ils réclament en plus la libération de Messali Hadj, qui est leur leader et qui est en résidence surveillée à Niort depuis 1952. D'accord. Et pourquoi la police a-t-elle tiré sur la foule ? Alors, il faut savoir que ces Algériens étaient très, très nombreux. Ils étaient 6 à 8 000 sur un défilé où il y avait entre 10 et 15 000 personnes selon les chiffres officiels de la préfecture de police. Et ils étaient très visibles. Ils étaient en queue de cortège. Ils sont passés après les Français, ils étaient endimanchés et ils ont défilé vraiment sur quasiment un pas militaire. Donc on les voyait beaucoup et ils ont arboré des banderoles, un portrait de Messali Hadj et le drapeau qui sera celui de l'Algérie indépendante par la suite. Donc les policiers ont pris ça comme une provocation. Ils ont voulu leur enlever les banderoles, le portrait, les drapeaux. Il y a eu une petite bagarre et en fait, dans un deuxième temps, donc ils se sont retirés, les policiers, et ensuite, dans un deuxième temps, ils sont revenus, beaucoup plus nombreux. Ils ont chargé et ils ont tiré à balles réelles. Et comment, Assia, vous expliquez que cette page de l'histoire est quasiment tombée dans l'oubli 70 ans après ? Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Malheureusement, officiellement, la version qui a été donnée, c'est la légitime défense. Donc il y a eu une enquête judiciaire qui a été menée, mais à charge. Donc on a retenu les témoignages des policiers et on a écarté tous les témoignages des Algériens ou des témoins, puisqu'il y avait beaucoup de Français, de Parisiens qui ont assisté à toute la scène. Et donc l'enquête, elle
s'est soldée par un non-lieu. Ensuite, donc il n'y a aucun policier qui a été inquiété. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les Algériens qui sont morts, malheureusement, ils sont morts trop tôt. C'est-à-dire qu'ils sont morts avant le début de la guerre d'Algérie, donc ils n'ont pas été considérés comme des martyrs. Et à partir du moment où la guerre d'Algérie a commencé, il y avait beaucoup trop de morts pour qu'on porte leur mémoire. Ah oui, c'est pour ça. Merci en tout cas Assia Hamza d'être venue. Donc je recommande vivement la lecture de ce webdoc sur notre site internet de France 24, évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et alors, on passe au sport. Merci, Benoît Perrochet. Ons Jabeur, la joueuse de tennis tunisienne, est en passe de marquer l'histoire. Elle accède en finale de Wimbledon en battant Sabalenka en demi-finale après avoir éliminé la tenante du titre, Rybakina. Et alors, Benoît Perrochet, 3e finale, est-ce que ce sera la bonne? Ce sera en tout cas la 2e de suite dans ce temple du tennis qui est le Center Court de Wimbledon. Première joueuse à le faire depuis une certaine Serena Williams, la Tunisienne, qui est donc venue à bout cet après-midi en demi-finale de la numéro 2 mondiale, Aryna Sabalenka. Pourtant, c'était mal engagé. Elle a perdu la première manche. Elle était briquée dans le 2e set. Elle a quand même trouvé les ressources mentales et physiques pour revenir au score, remporter le 2e set. Sabalenka qui a ensuite commis trop de fautes directes pour espérer l'emporter. Jabeur qui s'impose 6-7, 6-4, 6-3. Fière de moi parce que l'ancienne moi aurait perdu ce match mal engagé. C'est ce qu'elle a déclaré donc après cette qualification. Et c'est vrai qu'elle a changé depuis un peu plus d'un an. La Tunisienne, transfigurée même, le fruit d'un important travail psychologique pour transformer le négatif en positif. Elle disputera samedi sa 3e finale en Grand Chelem en l'espace de 12 mois. Ça sera face à la Tchèque Markéta Vondrousova, 42e joueuse mondiale, elle aussi en quête d'un premier titre en Grand Chelem. Notez bien sur vos tablettes l'horaire à partir de 14h. On imagine qu'à travers toute la Tunisie, les télés seront allumées et qu'ils seront nombreux donc devant leur télé pour espérer qu'Ons Jabeur devienne la première joueuse du monde arabe et du continent africain à remporter un premier titre. Évidemment, et ce ne sera pas que des Tunisiens devant la télé à 14h, c'est noté, on y sera. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier à tous ceux de Kinshasa à Tunis en passant par Alger. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.